Nous avons vu dans la séquence précédente les difficultés auxquelles on se trouve confronté lorsqu'on veut détecter des planètes hors du système solaire. Dans cette nouvelle séquence, nous allons voir comment circonvenir ces difficultés en utilisant d'autres méthodes de détection. Le mouvement d'une planète, nous l'avons vu, suit les lois de Kepler et s'effectue dans un plan. Imaginons qu'on observe une étoile qui possède une planète et que cette étoile, lors de son mouvement orbital, passe exactement entre l'étoile et la Terre, c'est-à-dire que le plan de son orbite soit très proche ou quasi confondu avec notre ligne de visée. Lorsque la planète va passer devant son étoile, elle va masquer temporairement une petite fraction de la lumière de l'étoile. C'est la méthode dite des transits. Cette animation illustre le phénomène. On enregistre la lumière de l'étoile en continu, et si l'étoile a une planète dont le plan orbital est proche de la ligne de visée, lorsque la planète va passer devant son étoile, l'observateur verra une baisse de luminosité se produire. Cette baisse de luminosité de l'étoile va durer tout au long du transit de la planète, puis l'étoile retrouvera sa luminosité initiale, comme on le voit ici sur ces petits graphiques. C'est un effet géométrique, et la baisse de luminosité est donc un simple rapport de surface. C'est le rapport au carré du rayon de la planète sur le rayon de l'étoile. Cette formule néglige le fait que le disque stellaire n'est pas complètement uniforme et est en fait plus brillant au centre que sur les bords. C'est ce qu'on appelle l'effet centre-bord. Mais elle permet d'avoir une bonne estimation de cette baisse temporaire de luminosité de l'étoile induite par la planète. On remarque que cette formule est indépendante de la distance du couple étoile-planète. L'effet attendu pour une planète de la taille de Jupiter autour d'une étoile comme le Soleil est de l'ordre de 1%, comme indiqué sur la table. Pour une planète comme la Terre, l'effet est de l'ordre du centième de %, et donc quasi indétectable depuis le sol. La durée totale du transit est définie comme le temps durant lequel la planète cache une partie quelconque du disque de son étoile. On peut montrer qu'elle est inversement proportionnelle au demi-grand axe de l'orbite de la planète. Plus la planète est proche, plus le transit sera court. Plus la planète est éloignée et plus le temps de transit sera long. Pour une planète comme la Terre, à une unité astronomique de son étoile, la durée du transit est de l'ordre d'une dizaine d'heures. Les deux formules que nous avons vues, profondeur et durée du transit, dépendent toutes deux du rayon de l'étoile. Pour ce qui est de la profondeur du transit, la baisse de luminosité est inversement proportionnelle à la taille de l'étoile. Pour une planète de taille donnée, plus l'étoile est petite, plus le transit sera profond et donc facile à détecter. Alors que le transit d'une Terre autour d'une étoile semblable au Soleil est non détectable depuis le sol, il est si cette même Terre orbite autour d'une petite étoile comme une naine M. Quant à sa durée, elle est proportionnelle au rayon de l'étoile. Donc plus l'étoile est petite, plus le transit sera rapide. Depuis le sol, les planètes seront donc plus faciles à détecter autour des petites étoiles à cause de la profondeur du transit et d'une durée plus courte. On peut donc avec cette méthode détecter les planètes mais aussi mesurer leur rayon. Ceci n'est bien sûr possible que si l'on connaît le rayon de l'étoile. La durée du transit, ainsi que sa périodicité, permettent de remonter à la période de la planète et donc à sa distance à l'étoile. Il faut cependant remarquer que l'observation d'un transit planétaire n'est possible que si la planète passe devant son étoile et l'observateur, donc si le plan de l'orbite de la planète est proche de la ligne de visée de l'observateur. Faisons un peu de géométrie. L'observateur sur Terre ne verra un transit que si la planète passe devant le disque de son étoile. Il faut donc que l'orbite de la planète se trouve dans un cylindre de même rayon que celui de l'étoile et dont la hauteur est le demi-grand axe de l'orbite. Or, il n'y a aucune raison pour que toutes les planètes dans l'univers aient le plan de leur orbite aligné vers la Terre. L'orientation des systèmes planétaires est uniforme par rapport au plan du ciel, c'est-à-dire que, comme le montre le diagramme de droite, l'orbite d'une planète autour de son étoile peut se trouver n'importe où sur une sphère de rayon égale au demi-grand axe de l'orbite. Par suite, la probabilité d'observer effectivement un transit s'exprime comme le rapport entre la surface du cylindre qui représente l'ensemble des cas favorables à l'observation et la sphère dont le rayon est le demi-grand axe de l'orbite, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les orientations possibles du plan orbital de la planète par rapport à la ligne de visée. Dans le cas d'une orbite circulaire, la probabilité est simplement le rapport du rayon de l'étoile et du demi-grand axe de l'orbite. La probabilité de transit décroît donc rapidement avec la distance de la planète à l'étoile, donc sa période de révolution, comme on le voit sur cette table. Cette table donne les propriétés des planètes du système solaire en termes de transit pour une étoile comme le Soleil.
On voit que la probabilité d'observer un transit décroît avec la période orbitale de la planète et passe de 1,1% pour une planète de période orbitale similaire à Mercure à environ 1,5% pour une planète comme la Terre, avec une période orbitale de 365 jours, et 0,1% pour une planète encore plus lointaine comme Neptune. Indépendamment de toute considération instrumentale, la détection des planètes par l'observation de leur transit devant leur étoile sera donc plus favorable pour les planètes à courte période orbitale, donc relativement proches de leur étoile. Par suite, il faut donc observer des milliers d'étoiles afin d'avoir une bonne chance de détecter des transits de planètes. Nous pouvons observer des transits dans notre propre système solaire avec les deux planètes internes que sont Vénus et Mercure. Ici, cette photo montre le transit de Vénus devant le Soleil. À voir la taille de la planète comparée à celle du Soleil, on comprend que les variations de luminosité induites soient très faibles, de quelques 10 millièmes dans le cas d'une planète de taille similaire à celle de la Terre. L'exemple de Mercure, ici sur la photo de droite, est encore plus impressionnant. La planète est difficile à localiser sur le disque solaire. Certaines taches solaires sont même plus grosses qu'elle. En résumé, pour détecter des planètes par la méthode des transits, il faudra observer des milliers d'étoiles en continu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et depuis l'espace, à la fois pour s'affranchir des problèmes d'alternance jour-nuit ou de mauvaise météo, mais aussi pour avoir des chances de détecter une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil. C'est ce qu'on a commencé à faire en 2007 avec la mission spatiale franco-européenne COROT, puis la mission américaine Kepler, qui, elle, était conçue pour trouver des planètes analogues à la Terre. On a pour habitude de dire qu'une planète tourne autour de son étoile. En fait, formellement, ce n'est pas exact, car étoiles et planètes sont liées par la gravitation, et donc chacun des corps du système tourne autour du centre de masse du système. Considérons en effet deux corps de masse respectifs M1 et M2 sur une trajectoire circulaire autour du centre de masse commun. Leur distance respective, R1 et R2 au centre de masse, est donnée par l'égalité M1R1 égale M2R2. Appliquons ceci au cas du seul Jupiter autour du Soleil, en négligeant les autres planètes. On trouve alors que la distance du Soleil au centre de masse est de 750 000 km du centre du Soleil. Et donc, sachant que le rayon du Soleil est de 6,9 10 puissance 8 mètres, le centre de masse commun se trouve juste au-dessus de la surface du Soleil. Ainsi, la conséquence directe de la présence de Jupiter est que le Soleil a un mouvement orbital autour du centre de masse commun. Ce mouvement s'effectue avec exactement la même période que celui de Jupiter. Bien sûr, les autres planètes dans notre système solaire vont également jouer sur la position du centre de masse et compliquer le mouvement apparent du Soleil pour un observateur qui serait externe à notre propre système solaire. Mais chez nous, Jupiter reste quand même l'effet dominant. Si maintenant on regarde les autres étoiles, on peut essayer d'utiliser ces changements périodiques du mouvement de l'étoile qu'induit la présence d'une planète pour essayer de détecter cette dernière, même si on ne la voit pas directement. Il y a en fait deux approches, car la vitesse de l'étoile peut se décomposer selon deux composantes. Une projetée sur la ligne de visée, qui est la vitesse que multiplie le cosinus de l'angle entre le vecteur vitesse et la ligne de visée, qui est notée ici θ, et l'autre dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire sur le plan du ciel. C'est ici la vitesse que l'on multiplie par le sinus de l'angle. La composante de la vitesse projetée sur la ligne de visée est appelée vitesse radiale, et celle qui est projetée sur le plan du ciel est la vitesse dite tangentielle. On peut donc détecter les mouvements de l'étoile projetés sur le plan du ciel. Dans ce cas, on observe une variation de la position de l'étoile par rapport à un repère fixe formé par des astres très lointains. Cette méthode est appelée astrométrie. Lorsqu'on essaie de mesurer les mouvements stellaires le long de la ligne de visée, on mesure en fait la vitesse avec laquelle l'étoile s'approche et s'éloigne de l'observateur lors de son mouvement autour du centre de masse. La méthode est appelée vélocimétrie radiale ou méthode des vitesses radiales ou encore vélocimétrie Doppler, d'après la méthode expérimentale utilisée pour mesurer la vitesse radiale. Pour détecter une exoplanète par la méthode astrométrique, il faut donc être capable de reconstruire la trajectoire apparente de l'étoile sur le plan du ciel. Dans le cas d'une orbite circulaire entièrement contenue dans le plan du ciel, on peut calculer la valeur maximale de l'amplitude du mouvement, notée θ. Celle-ci est proportionnelle au produit de la masse de la planète par sa distance à l'étoile. On peut aussi noter que la distance du système planète-étoile intervient dans la formule.
Le déplacement astrométrique sera donc d'autant plus important que le système est proche. La méthode est donc favorable à de tels systèmes. On peut remarquer que si le plan de l'orbite est perpendiculaire au plan du ciel, il n'y a aucun effet astrométrique. À titre d'exemple, le graphique donne le mouvement du Soleil en fonction du temps, exprimé en années, sur le plan du ciel, tel qu'il serait vu à une distance de 10 parsecs perpendiculairement au plan de l'écliptique. Ce mouvement est principalement dominé par les planètes géantes. Jupiter, dont l'effet est indiqué par la courbe en pointillé, ici sur votre graphique, Saturne, Uranus et Neptune. On peut remarquer l'échelle et donc le fait que les variations de position sont de l'ordre du millionième de seconde d'arc. La table donne l'amplitude du mouvement apparent de l'étoile pour quelques cas typiques. On voit que l'effet est d'autant plus grand que la planète est massive et située à grande distance de son étoile. Dans le cas d'une planète comme la Terre, l'effet est seulement de l'ordre de quelques micro-arcs-secondes. L'astrométrie favorise donc la détection des planètes massives comme Jupiter et situées à grande distance d'étoiles proches de la Terre. On voit également que l'amplitude de ces variations de la position apparente de l'étoile sur le plan du ciel sont très faibles, trop faibles pour que les télescopes actuels puissent les distinguer. Il faut pour cela des télescopes avec de très grands diamètres dont on ne dispose pas encore aujourd'hui. Cette méthode n'a donc pour l'instant pas encore porté ses fruits. Elle a permis l'observation de planètes déjà détectées par d'autres méthodes, mais pas encore la découverte de nouveaux objets. Cela devrait changer avec la mission spatiale de l'agence européenne Gaia. Lancée en décembre 2013, Gaia mesure les positions stellaires avec une précision qui peut atteindre la microseconde d'arc. L'instrument a pour objectif de mesurer plus d'1 milliard d'objets dans notre galaxie pour en établir une cartographie 3D. On s'attend donc à un grand nombre de détections grâce aux observations de Gaia avec la mesure des masses de planètes et les inclinaisons des plans orbitaux. La troisième méthode, dite des vitesses radiales, consiste à détecter les variations de vitesse le long de la ligne de visée. En fait, la méthode est basée sur le principe de l'effet Doppler. L'effet Doppler est le déplacement en fréquence d'une onde qui se produit lorsque la source est en mouvement. Nous connaissons cet effet dans notre quotidien car il s'applique aux ondes au sens large, acoustiques ou lumineuses. Un bon exemple est celui d'une ambulance qui passe à grande vitesse. Lorsque le véhicule passe devant vous puis s'éloigne, la fréquence change et passe dans les graves. L'effet est identique lorsque la source est immobile mais l'observateur bouge. Dans le cas de la lumière émise par une étoile en mouvement, le décalage en longueur d'onde est proportionnel à la vitesse de l'étoile, comme donné par la formule qui apparaît sur votre écran. Si l'étoile se rapproche, le décalage se fera vers des longueurs d'onde plus courtes, donc vers le bleu. Si l'étoile s'éloigne, le décalage se fera vers des longueurs d'onde plus grandes, donc vers le rouge. L'amplitude de ces décalages est proportionnelle à la vitesse de l'étoile. Notez que la vitesse radiale est positive si l'étoile s'éloigne du Soleil et elle est comptée négativement si l'étoile se rapproche du Soleil. En pratique, comment mesure-t-on la vitesse radiale d'une étoile ? Vous avez vu dans la partie du MOOC qui traite des étoiles que le rayonnement d'une étoile se présente comme un rayonnement continu, assimilable à un rayonnement de corps noir. À ce rayonnement dit thermique se superposent des raies d'absorption caractéristiques des conditions physico-chimiques présentes dans l'atmosphère de l'étoile. C'est ce qui est représenté par le bandeau coloré sur votre écran. La partie colorée qui suit les couleurs de l'arc-en-ciel correspond à l'émission thermique. On voit que cette partie colorée est striée de bandes noires plus ou moins fines. Ce sont les raies spectrales, c'est-à-dire les empreintes des atomes et des ions qui sont présents dans l'atmosphère de l'étoile et qui vont absorber les photons de l'émission continue. Si l'étoile a une vitesse, ces raies seront décalées selon l'amplitude donnée par l'effet Doppler. Regardons maintenant sur cette animation ce qu'il se passe si l'étoile a un mouvement orbital périodique dû à la présence d'une planète. Lorsque dans son mouvement orbital, l'étoile s'éloigne de nous, sa lumière, et en particulier ses raies spectrales, se décalent vers le rouge. Lorsqu'elle se rapproche de l'observateur, les raies se décalent vers le bleu. L'amplitude de ces décalages est proportionnelle à la vitesse de l'étoile. Ainsi, si l'on observe le spectre d'une étoile, régulièrement au cours du temps, on peut mesurer la vitesse de l'étoile à différents instants. Si l'étoile a une planète invisible, elle va présenter des variations de vitesse périodiques comme on le voit sur l'animation. Dans le cas simplifié où l'orbite de l'étoile, due à une planète, est parfaitement circulaire, la vitesse à laquelle elle s'éloigne ou se rapproche de nous varie en fonction du temps. Cette variation de vitesse est donnée par l'expression qui apparaît ici. K est ce qu'on appelle la semi-amplitude de la variation de vitesse. Elle est exprimée ici en mètres par seconde et les autres variables sont dans les unités indiquées.
La période est en années, la masse de l'étoile est en masse solaire et celle de la planète en unité de masse de Jupiter. Petit i est l'angle entre la ligne de visée de l'observateur et la perpendiculaire au plan de l'orbite de la planète, comme représenté sur le schéma. On note que si le plan de l'orbite est perpendiculaire à la ligne de visée, alors i est nul et la vitesse de l'étoile n'a pas de composante radiale, mais elle a une composante purement astrométrique comme nous l'avons vu. Dans ce cas, même si l'étoile a une planète, celle-ci sera indétectable par cette méthode, mais par contre l'effet sera maximal bien sûr par astrométrie. Lorsque l'angle I est égal à 90 degrés, c'est-à-dire lorsque l'on voit l'orbite par la tranche, l'effet Doppler est maximum et l'étoile n'aura pas de variation astrométrique. On ne peut s'affranchir de l'angle d'inclinaison du système qui lui n'est pas connu. Du coup, la mesure des vitesses radiales ne donne accès qu'à une valeur minimale de la masse de la planète. La masse de la planète est proportionnelle à l'amplitude de la variation de vitesse, mais aussi à la masse de l'étoile. Connaissant cette dernière, on peut donc connaître celle de la planète. Donc, lorsqu'on mesure régulièrement la vitesse de l'étoile, si l'étoile a une planète, la vitesse de l'étoile mesurée à partir de son spectre présentera des variations de vitesse périodiques comme vous le voyez sur ce graphique. Chaque point est une mesure de la vitesse de l'étoile. Dans ce cas, loin d'être constante, la vitesse varie de façon périodique dans le temps, avec une période de près de 4 jours pour l'exemple qui est ici, et avec une amplitude de quelques 100 mètres par seconde, ce qui montre qu'on a affaire à un compagnon relativement massif. On ne voit pas directement ce compagnon, mais sa présence est trahie par les variations de vitesse qu'il induit sur son étoile. À partir de l'amplitude de la variation de vitesse et de sa période de variation que l'on mesure, on peut alors calculer la masse de la planète à partir du moment où on connaît la masse de l'étoile. La table sur votre écran présente la valeur de l'amplitude de variation de vitesse qu'il faut mesurer pour détecter différents types de planètes. Nous avons pris ici des exemples de planètes du système solaire, à une exception près. La dernière ligne correspond en effet au cas d'une planète hypothétique dont la masse serait un peu moins de la masse de Jupiter et la période orbitale ne serait que de 1 jour. On voit alors que l'effet est d'autant plus important que la planète est massive et proche de son étoile. La détection des planètes par la méthode des vitesses radiales sera donc plus favorable pour les planètes massives à courte distance de leur étoile. Pour les objets massifs, la méthode des vitesses radiales est complémentaire à la méthode astrométrique qui, elle, est plus sensible aux objets lointains. Tout comme pour l'astrométrie, la méthode nécessite des observations régulières et une stabilité instrumentale contrôlée dans le temps pour détecter des objets à longue période orbitale. Les spectrographes actuels permettent de mesurer des variations de vitesse de quelques mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la marche à pied. Aujourd'hui, les meilleurs spectrographes, comme HARPS au Chili, peuvent détecter des semi-amplitudes inférieures au mètre par seconde, soit 3,6 km/h. Cela peut se comparer, par exemple, à la vitesse de la marche d'une personne qui marcherait relativement lentement. Une personne située à la distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, soit plusieurs millions de fois la distance Terre-Soleil. En résumé, la méthode des transits est un effet géométrique. On va mesurer la période de la planète, son rayon, à partir du moment où on connaît celui de l'étoile, et l'inclinaison du plan orbital. La méthode est sensible aux planètes proches de leur étoile. L'astrométrie est un effet gravitationnel. On mesure la période de la planète, sa masse, si on connaît celle de l'étoile. Elle est sensible aux planètes massives loin de leur étoile et à des systèmes planétaires relativement proches de nous. La vitesse radiale est elle aussi induite par un effet gravitationnel. On mesure la période de la planète, sa masse, de nouveau si on connaît celle de l'étoile. Elle est sensible aux planètes massives relativement proches de leur étoile. Nous en resterons là pour les méthodes de détection. Je vous signale quand même qu'il existe d'autres méthodes de détection que nous n'aurons pas le temps d'aborder. Celle des microlentilles qui observent des étoiles très lointaines et celle du chronométrage des pulsars qui, elles, concernent des étoiles en fin de vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.